Les antennes de Spectrum Télévision, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous, c'est le journal. D'abord les titres. Ajustement des salaires des médecins en contexte de coronavirus, la fiche de paye de ces personnels de l'État affiche ce mois une baisse qui varie entre 2 400 et 3 900 francs CFA. Aucune explication officielle n'accompagnant cette baisse de salaire. Les médecins au four et au moulin avec la pandémie Covid-19 expriment leur colère. Et puis le préfet des Hauts-Plateaux doit demander pardon à Sa Majesté Soukoudjou Jean Rameau, chef des Bamenjo. Tels sont les propos du professeur Jean Baïbek, reçu hier dimanche sur le plateau de Face à l'actu sur STV. Le militant de l'Union des populations du Cameroun fait ce commentaire suite à la sortie du préfet qui reprend durement l'autorité traditionnelle au sujet d'une rencontre avec des hommes politiques au sein de la chefferie à l'ouest. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le 20h sur Spectrum Télévision. Et on vous le disait en titre, le personnel de santé au Cameroun est en colère et pour cause. Il dénonce une baisse de salaire sans explication officielle. C'est dire que ce personnel se prépare à saisir les autorités du pays afin d'obtenir gain de cause. Olivier Bouzique. Des agents du corps médical en colère. Leur fiche de paye ce mois affiche une baisse de salaire mensuel. Ils disent n'avoir reçu aucune explication du ministère de la Santé publique, leur tutelle technique, ni du ministère des Finances. On a omis ou expressément, ou je ne sais pas, de marquer, de noter, n'est-ce pas, de payer la prime de technicité. Il y a des médecins qui vivent dans la précarité, vraiment, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça sort de souci à peine, n'est-ce pas, à pouvoir gérer ces fins du mois. Lorsqu'on vient maintenant enlever 2400 francs dans sa paie de paie, vraiment, il y a beaucoup d'indignité, beaucoup de frustration de la part de ces médecins. En clair, la suppression de cette rubrique technicité agent technique entraîne un déficit du salaire dont le montant varie entre 2400 et 5000 francs CFA. Surpris, ils disent ne rien comprendre puisqu'il y a peu, ils ont salué l'augmentation de l'âge de départ à la retraite décidée par le chef de l'État. On ne comprend pas pourquoi le chef de l'État encourage les médecins en allant en repoussant l'âge de la retraite de 55 à 60 ans. Et puis, quelques mois après, on vient réduire les primes de technicité. Nous ne comprenons pas quelle est la raison pour laquelle cette situation a été posée. Tout le corps ou presque est affecté par cette baisse des salaires, disent-ils. Ils envisagent saisir les services compétents pour y voir clair. Il y a des syndicats qui sont là, qui vont pouvoir revendiquer ce qu'ils vont revendiquer. Et puis peut-être l'Ordre national des médecins, mais ça, etc., mènera une enquête pour savoir exactement quel est le but, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette prime de technicité n'est pas puisse disparaître, n'est pas de la sorte de la paie des médecins. Dénonce-t-il au moment où les agents de la santé publique sont engagés depuis le mois de mars dernier dans une lutte effrénée contre le coronavirus. Et puisque nous parlons santé, où en sommes-nous avec la riposte contre le Covid-19 au Cameroun? Il faut dire qu'entre mars et juillet 2020, le Cameroun a atteint des chiffres exponentiels, ce qui le classe désormais au rang des pays les plus touchés dans la sous-région Afrique centrale. Tenez par exemple, en mars 2020, on était à 685 cas positifs et désormais nous sommes à 16 000 cas de contamination. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Panel Africa, dans un rapport publié ce lundi 27 juillet 2020, répond à cette question. De nouvelles statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé montrent une flambée rapide d'infections à coronavirus au Cameroun. Dans un rapport publié, Panel Africa indique que le pays compte environ 16 700 cas confirmés et près de 400 de personnes décédées du coronavirus. Des chiffres issus des évaluations de l'OMS qui indiquent que le taux de létalité s'est établi à 2,3% et les personnels soignants infectés sont au nombre de 677 dont 17 décès. Le taux d'infection
d'infection des districts sanitaires est de 67%. Près de 49 femmes enceintes sont également infectées. Le plus inquiétant reste le fait que nous refusons de prendre les précautions les plus simples et peu coûteuses en laissant nos choix individuels tomber dans le charlatanisme, souligne Raoul Nougoum. L'économiste rajoute que d'aucuns doutent encore de la nécessité de se prémunir contre la maladie ou de respecter les gestes barrières afin de protéger les autres de l'infection. Certains vont jusqu'à crier à qui veut l'entendre que le coronavirus n'existe pas ou qu'il serait un virus très en colère contre les personnes de race blanche. Des dérapages lourds de conséquences, car avec cela, le constat est que l'économie est au fond du gouffre. Le Cameroun vit l'une des pires crises économiques et financières de son histoire. En plus de l'augmentation du déficit, moins 4,5%, et du fléchissement de la croissance du PIB, moins 1,2%, le pays fait face à une sévère crise de l'offre et de la demande. Même s'il faut reconnaître qu'avant la crise, le schéma de production était déjà peu compétitif, avec une structure du commerce extérieur inadaptée. Bien que ces deux réalités soient distinctes, elles sont néanmoins responsables des causes structurelles tant liées à l'offre qu'à la demande sur le marché. Suite à ce déclin, Panel Africa estime dans son rapport que le moment est venu de changer le fusil d'épaule et de mettre à contribution des outils scientifiques innovants pour révolutionner les modèles de production et de consommation. Il sera donc essentiel de canaliser les choix de l'État vers des dépenses publiques nouvelles qui soient orientées vers des objectifs productifs. L'économie du Cameroun ne repartira que si le gouvernement parvient à mettre l'épidémie sous contrôle et à démarrer une dynamique soutenable d'innovation pour fabriquer des tests, des vaccins et des médicaments contre le Covid-19. Sécurité à présent, depuis le mois de janvier 2020, le Cameroun a perdu près de 285 civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'information est contenue dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch, rapport publié ce lundi 27 juillet 2020. Disons-le au passage, l'ONG épingle l'armée camerounaise, mais également les séparatistes armés. Makedali Dinotium. Dans un nouveau rapport publié ce 27 juillet sur la crise sécuritaire dans la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, Human Rights Watch affirme qu'au moins 285 civils ont été tués lors des 190 incidents enregistrés dans ces régions depuis janvier 2020. Tout en notant qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment chacun des cas, l'ONG indique que la violence dans ces régions a également provoqué le déplacement d'une dizaine de milliers de personnes ces 2 derniers mois. Ce qui s'ajoute aux centaines de milliers de personnes qui ont fui leur foyer depuis le début de la crise en 2016. Dans le même rapport, Human Rights Watch note que depuis le mois de mai, les forces armées camerounaises ont attaqué un établissement de santé dans le nord-ouest et arrêté 7 membres du personnel d'un autre centre de santé dans le sud-ouest, tandis que des séparatistes armés ont tué au moins 6 civils. Sur ce dernier point, l'ONG déclare qu'elle a contacté en juillet des représentants de 3 groupes séparatistes et que tous ont affirmé que leurs combattants n'ont pas commis de tels abus. Quoi qu'il en soit, Human Rights Watch relève que ces violences interviennent dans un contexte marqué par des pourparlers de paix initiés entre le gouvernement et des dirigeants séparatistes. Toutes les parties devraient s'engager publiquement à mettre immédiatement fin aux abus contre les civils, martèle l'organisation non gouvernementale. Et puis le préfet des Hauts-Plateaux met sévèrement en garde le chef Bamenjo après que celui-ci ait reçu à la chefferie des hommes politiques. Et puis on l'apprendra au cours d'une conférence de presse organisée hier dans la capitale économique du Cameroun. Ce n'est pas uniquement Sa Majesté Soukoudjou qui est visée dans la mise en garde. C'est du moins ce que pense Duikam Tiameni, l'initiateur du cadre citoyen de concertation, en abrégé C3. Oriane Banquin. Il menace de venir fermer une chefferie. C'est dire que nous ne sommes plus dans un état de droit, et ça depuis 1990. Tout est parti de la rencontre du 18 juillet dernier entre les membres du cadre citoyen de concertation, en abrégé C3, et le chef supérieur Bamenjo. Rencontre n'ayant pas respecté selon l'autorité territoriale la loi du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques.
Face à cette violation, le préfet des Hauts-Plateaux a mis en garde Sa Majesté Sékoudjou Jean Rameau. Nous pensons que ce n'est pas le chef Sékoudjou seul qui est visé dans cette affaire, mais c'est plutôt le cadre citoyen de concertation qui semble peut-être faire peur à des personnes qui estiment que peut-être derrière ce cadre-là, on pourrait accéder à une mobilisation citoyenne qui nous permette d'obtenir cette souveraineté et cette démocratie pour laquelle on se bat depuis des décennies. Ces points sont, selon Djekam Tchamini, cruciaux pour l'avenir du Cameroun. Le premier axe, c'est le retour de la paix dans la province du Nord et du Sud-Ouest. Et bien sûr aussi le retour de la paix dans la province de l'Extrême Nord. Les gens n'en parlent pas suffisamment, c'est très important. On doit ramener la paix dans le pays. Mais ce n'est pas une paix de cimetière que nous cherchons. On ramène la paix en résolvant des problèmes. Et nous pensons qu'il y a deux problèmes fondamentaux ici. Celui de la souveraineté du Cameroun, qui est un problème fondamental, qui est d'ailleurs celui qui est à la base de toutes les difficultés que nous rencontrons, et celui de la démocratie, qui est aussi un problème qui est lié à la question de souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir véritablement de la démocratie si vous n'êtes pas souverain. La lettre du chef de terre au chef traditionnel vient remettre en question les 30 années de démocratie bientôt célébrées au Cameroun. Démocratie, on en soit encore à menacer un chef, une chefferie centenaire parce que le sous-préfet est plus fort que tout le monde. Ce n'est pas normal. Et il faut que le président de la République s'imprègne de l'esprit des libertés, non seulement des libertés civiques, politiques, des libertés tout court, pour qu'il fasse en sorte que la démocratie qui a été instituée, que ce soit une véritable démocratie. Le C3 a donné une conférence de presse à cet effet ce 26 juillet 2020, ici à Douala. Celui-ci se veut le cadre de concertation des Camerounais de tous bords, ayant pour objectif principal trouver un consensus sur des choses fondamentales pour le bien du Cameroun. Et puis le préfet des Hauts-Plateaux doit demander pardon à Sa Majesté Jean Rameau Sékoudjou, chef des Bamendjou. C'est du moins ce que pense le professeur Jean Baïbek. Il était l'invité de Dipita Tango hier dans l'émission Face à l'actu, diffusée tous les dimanches dès 19h sur Spectrum Télévision. Écoutons le militant de l'Union des populations du Cameroun dans cet extrait. Au préfet Yampen Ousmane, c'est son nom, je le connais parce qu'il était sous-préfet à Yaoundé, qui est un Bamoun. Est-ce qu'il écrirait comme ça au sultan? Est-ce qu'il affronterait avec une telle effronterie le sultan? Non. Eh bien, s'il ne peut pas affronter le sultan comme ça, c'est par hasard il était préfet à Fombal. Il n'a pas le droit de parler comme ça au chef de Bamendjou, et je lui conseille. Le chef de Bamendjou est un ancien UPCiste de fond qui a combattu pendant la colonisation et qui récemment, à la faveur de la démocratie, il est rentré à sa chefferie, a quitté l'UPC. Il a intérêt à aller voir ce type, à faire se réconcilier avec lui et à apprendre de lui. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que les chefs, ou l'a oublié, ou bien fait la mauvaise foi. Les chefferies traditionnelles au Cameroun sont des domiciles privés. Merci. Et tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas exiger à un homme de déclarer les réunions qui ont lieu dans son domicile. Elles ne font problème que si après ça, il y a problème là-bas à l'intérieur. Mais il assume ses réunions dans son domicile. La chefferie des Bamendjou, la propriété du chef des Bamendjou. Merci. Et il faut qu'il vaut mieux que Yampen, le préfet Yampen, aille apprendre. Ou bien qu'il a demandé conseil au sultan Bombon Djoya. Et j'interpelle sur le sultan qu'il conseille son type. Parce que c'est son sujet. Il est le sujet du sultan de Bombon Djoya. Merci. Qu'il laisse, qu'il ne parle plus. On ne parle pas. Est-ce qu'il a entendu pour bien parler d'un chef de l'Ouest? On ne parle pas n'importe comment à ces gens-là. Parce qu'ils sont en même temps une puissance. Ils ont une fonction d'auxiliaire, mais ils ne sont pas des auxiliaires. C'est différent. Difficile d'arrêter le professeur Jean Baïbek du Pitatongo. Et puis, lors de l'émission Face à l'actu diffusée hier sur STV, il a été dit que le second gendarme frappé lui aussi à l'agence de transport Finesse jeudi dernier serait décédé.
Nous y apportons un rectificatif et nous présentons d'ailleurs nos excuses à toutes les personnes qui auraient pu être heurtées par cette information. Continuons justement de parler de cette polémique entre le chef Bamendjou et le préfet des Hauts-Plateaux. Il faut dire que les réactions se multiplient pour dénoncer l'acte préfectoral. Beaucoup interrogent la suite sur la tradition, mais également sur la société camerounaise. Olivier Bouzikou. Dans sa lettre devenue virale le week-end dernier, le préfet du département des Hauts-Plateaux à l'ouest du Cameroun met en garde le roi des Bamendjou. L'autorité préfectorale Yampen Ousmane nous reproche au roi Sokoudjou Jean Ramon d'avoir organisé dans sa chefferie une concertation politique sans obtenir l'accord préalable de l'administration conformément à la loi. Suite à ces sorties, de nombreux acteurs politiques et de la société civile sont montés au créneau pour dénoncer l'acte préfectoral. Seulement, cet analyste des faits de société y voit une menace contre la stabilité de cet arrondissement. Vraiment, notre société est affectée d'une tension qui peut exploser à tout moment et personne ne voudrait que cela soit. Il faudrait donc une sorte de rappel à l'ordre mental dans la tête de nos gens qui doivent apprendre à être en connexion à leur peuple. Ça peut être à Bamendjou, ça peut être à Yaoundé, ça peut être à Douala. Ce type de comportement sont de nature à créer la tension parce que vous voyez, vous avez des administrateurs qui ont encore l'esprit colonial du commandement. C'est le 18 juillet que la rencontre querellée s'est tenue à la chefferie Bamendjou entre plusieurs leaders politiques et de la société civile et le chef traditionnel pour échanger sur les sujets relatifs au climat sociopolitique qui prévaut au Cameroun. Sauf que, pour le préfet, la loi 19 décembre 1990 fixant les conditions d'organisation des manifestations et réunions publiques n'exclut ni les chefferies ni l'autorité traditionnelle qui est par ailleurs auxiliaire d'administration. Quelle est la loi qui interdit à un chef traditionnel, on va le dire comme ça, dans sa chefferie, de pouvoir se retrouver avec des gens qui souhaiteraient, c'est pas, qui lui rendent visite et qui n'ont rien fait en termes d'infraction ou de menace. On dit qu'il est un auxiliaire de l'administration et qu'à tout cela, il ne devrait pas se permettre cette liberté-là. Nous pensons que ce sont des comportements qui attestent de la logique de ces administrateurs qui voudraient nous maintenir dans la logique dictatoriale. Et pourtant, nous sommes dans une société de démocratie. Nous pensons qu'un travail doit être fait pour tenir les cœurs. Tenir les cœurs suppose que les dirigeants doivent se rappeler qu'ils sont au service du peuple et non d'un homme ou alors d'un régime. Une affaire qui présage donc de multiples rebondissements. Drame à Loukoudjé, c'est dans la région du Sud. Les populations ont vécu avec émoi le décès de la compagne du sous-préfet, décès par balle. Les enquêtes se poursuivent, mais en attendant les résultats, que dit la loi lorsqu'un administrateur civil est impliqué dans un tel drame? Après l'émotion, laissons place à la raison. Il y a eu un drame et celui-ci implique un administrateur. Ici, la loi fait intervenir le cadre dans lequel est survenue la tragédie. Et dans le cas d'espèce, celui-ci n'a pas agi en situation professionnelle. Il est donc justiciable comme tout le monde, sauf que il y a une certaine catégorie de personnes, notamment les magistrats par exemple, qui ont ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Pour conserver l'image du chef de terre, du sous-préfet qui est une autorité au niveau de sa région, il est très probable que, dans le cas où il sera poursuivi, qu'il puisse être poursuivi dans une juridiction autre que celle de la circonscription administrative dans laquelle il réside. Passé cela, les faits mettent en cause un administrateur, c'est-à-dire ayant suivi un stage militaire et une arme à feu. La question du tribunal compétent pour juger ce type d'affaires se pose. Je pense qu'il doit être traduit devant le tribunal militaire. Parce que, comme vous l'avez dit, il est assimilé à un militaire parce qu'il a suivi une formation militaire. Et il a utilisé une arme à feu. L'on voudra également voir, c'est-à-dire ce qui d'ailleurs qu'on lui a donné l'arme à feu parce qu'on sait qu'il sait la manier. Et il a eu une autorisation de port d'arme parce qu'on sait qu'il sait manier l'arme. Et naturellement, là, il a assimilé à un militaire et je pense que c'est un tribunal militaire qui est compétent.
partant du principe que c'est un administrateur et qu'il bénéficie de privilèges de juridiction qui lui permet de ne pas être jugé dans les lieux du crime ou de l'infraction, on peut donc imaginer qu'il puisse être jugé soit au tribunal militaire de Yaoundé, soit au tribunal militaire de Douala. Mais jamais pas au tribunal militaire de Bolova dont il dépend. En cas de condamnation du mis en cause, qu'adviendra-t-il de sa carrière professionnelle? Ce n'est pas automatique que s'il est condamné, il perd son statut de fonctionnaire, sauf si sa réaction a pu constater qu'il y a une certaine légèreté dans son comportement qui mérite par exemple qu'il soit radié de la liste, qu'il soit révoqué comme fonctionnaire. Mais la sanction pénale n'entraîne pas ipso facto la sanction administrative dans le cas d'espèce. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours. Soutenance de la thèse de doctorat PhD d'Okale Bodé, le syndicat national des enseignants du supérieur exprime sa préoccupation après le report ou l'annulation sans véritable raison de la soutenance censée se tenir vendredi dernier à l'université de Douala. Par ailleurs, le CNES appelle la communauté nationale et les pouvoirs publics à se réapproprier et à respecter l'indépendance des institutions universitaires. Un groupe de bandits spécialisés le vol de véhicules et l'arnaque a été démantelé par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1. Le dit groupe a été présenté ce lundi à la presse de la capitale économique du Cameroun, René Narcisse Moto. Ces individus sont loin d'être des enfants de cœur. L'état et le lieu auquel ils se trouvent le démontrent à suffire. Ici, nous sommes à la compagnie des gendarmeries de Douala 1 où ces malfaiteurs sont en détention. Ils sont tous interpellés à la suite de l'exploitation des téléphones emportés après leur sale besogne. Les fouilles à corps et les perquisitions permettent de saisir 4 pistolets de fabrication artisanale, 10 cartouches de chasse, une cagoule, des rames de papier découpées aux dimensions, du billet des banques et d'autres matériels utilisés pour duper leurs clients. L'un des mis en cause passe aux aveux complets. Il y a beaucoup de business dehors. Je suis un féman. Je m'en sers pour vivre. Je n'ai ni père ni mère. Par conséquent, je dois me battre tout seul pour m'en sortir dans la vie. Dans la même veine, il raconte comment il s'affaire à arnaquer des personnes. Ça dépend de l'arrangement pour lequel on s'accorde. Je ne fabrique pas d'argent. On utilise des machines pour en fabriquer. On ne peut pas transformer ces papiers en argent. Quand j'enfouis ça dans ma mallette, je dis que c'est de l'argent. Je peux juste prendre quelques vrais billets et les poser au-dessus. C'est comme ça que je fonctionne pour gagner ma vie. Ce groupe interpellé les 4 et 7 juillet 2020 est constitué de 2 braqueurs, un facilitateur de la vente, un ravitailleur en armes et l'hébergeur des membres du groupe. Cette opération qui fait suite à une enquête permet aussi de récupérer un véhicule volé au quartier Omnisport à Yaoundé ainsi qu'un laptop. Et nous poursuivons notre série sur les incendies dans les marchés de la capitale économique du Cameroun, où en étant justement avec le projet de recasement des commerçants du marché Congo, après l'incendie qui a frappé ce marché en 2019. 1 an et demi après la tragédie, après le sinistre, nous sommes redescendus sur le terrain et les commerçants nous font savoir qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Makedali Djinoucham. 15 mars 2019, un vaste incendie ravage une partie du marché Congo de Douala. C'est le 2e incendie en l'espace de 3 semaines enregistré dans ce marché. Les dégâts matériels sont importants et la situation suffisamment grave pour que le Premier ministre effectue une descente sur le terrain le dimanche 17 mars 2019. Des mesures fortes sont annoncées. Parmi celles-ci, le recasement des commerçants sinistrés au quartier Nubel TZF, en attendant la construction d'un nouveau marché. Près d'1 an et demi plus tard, nous sommes repartis au marché Congo. Si les commerçants félicitent la reconstruction en cours d'une partie de ce marché, ils dénoncent l'abandon du projet de leur recasement par les autorités. Oui, c'est vrai que juste après les incendies, comme le marché Congo était un des marchés déjà choisis pour la transformation en équipement marchand ultra moderne, on attendait déjà ces constructions qui a échoué
avec le premier opérateur privé. Et lors du deuxième incendie de 2019, le 15, à l'arrivée de M. le Premier ministre, il avait été présenté à M. le Premier ministre comme au commerçant qui le découvrait, le partenaire privé qui venait d'être trouvé et qui devait commencer très rapidement la partie A. Cela a effectivement commencé. Il était question ensuite que les commerçants sinistrés soient recasés. Et on avait même trouvé un lieu de recasement qui était le camp TZF. Après les réunions, il était question que nous allions construire nous-mêmes nos boutiques sur le site dédié du camp TZF. Il y a des commerçants qui ont pris de l'argent, il y en a qui ont cotisé pour cela. On a commencé et ça s'est arrêté net en octobre 2019. Depuis, les commerçants tentent de trouver des solutions provisoires en attendant que les autorités de la ville relancent les travaux annoncés. Les commerçants devaient être en ce moment déjà recasés au camp TZF. Malheureusement, certains problèmes que nous ne pouvons pas savoir comment vous expliquer au niveau de la communauté urbaine surgissent. Les commerçants qu'on avait déjà conduits à commencer à construire leur boutique après même l'aménagement du site, la construction des boutiques témoins, les commerçants ont commencé à construire et paf, tout s'est arrêté à travers l'exécutif même de la communauté urbaine avec malheureusement quelques complices. C'est ce que nous vivons. Vous voyez que les commerçants sont là, abandonnés comme vous voyez là. On est là sur le site, on a mis quelques hangars, on est là-dessous. Quand il pleut, c'est très très difficile. Quand vous traversez, vous irez vers le goudron là-bas, voir que les autres sont sur le trottoir. C'est là où il y a des installations de fortune en fait. À part la souffrance dans les hangars, si on pouvait nous permettre de reconstruire à nos risques et périls même. Parce que si tu prends même un crédit en banque, vous allez prendre le crédit pour mettre dans les hangars, on n'a pas de boutique. Des zones de recasement, on nous a pris même de l'argent. J'ai donné 250 000 pour qu'on construise là-bas. On n'a jamais construit. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, dans des bâches, parce que la communauté urbaine nous a interdit de reconstruire. Ils ont promis qu'ils devaient reconstruire, mais ils n'ont rien fait. Nous sommes encore là. Voilà, sous les intempéries, il pleut, le soleil, nous sommes là. La communauté avait même promis de nous envoyer dans un site de recasement le temps de reconstruire celui-ci. Ça n'a jamais été fait. Alors nous sommes encore là au pied de départ. On subit, on s'endette et les engagements, nous sommes jusqu'ici. Face à cette situation, les commerçants sinistrés du marché Congo de Douala fondent désormais leur seul espoir sur le nouvel exécutif de la mairie de la ville de Douala. Et avec la voix de l'Amérique, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Les 15 présidents de la CEDEAO ont entamé ce lundi un sommet virtuel extraordinaire pour tenter de résoudre la crise socio-politique au Mali. Faute d'une solution, le mouvement du 15 juin qui mène la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta projette la reprise des manifestations après le 3 août. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État ivoirien Henri Konan Bédié, 86 ans, a été désigné hier dimanche candidat à l'élection présidentielle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a promis une victoire qui permettra aux jeunes de Côte d'Ivoire d'accéder aux responsabilités dans la gestion des affaires publiques. Au Soudan, au moins 60 personnes, en majorité de la communauté massalite, ont été tuées samedi dans le Darfour ouest. Depuis des années, des violences opposent des tribus nomades arabes aux agriculteurs issus des tribus africaines sur la question sensible des terres et de l'eau. En Algérie, le gouvernement a décidé de reconduire pour 15 jours le confinement dans 29 des 48 préfectures du pays. Une décision dictée par la hausse persistante des cas de contamination au nouveau coronavirus ces dernières semaines. Et puis en sport, la Fédération camerounaise de football envisage la reprise des championnats, une reprise qui, en tenant compte de la pandémie Covid-19, envisage prendre des mesures spéciales. Suivez plutôt cet extrait de Seydou Bombo Djouya. Sans un protocole bien précis anti-Covid. Et donc ce document est en préparation et il sera
mis à la disposition des acteurs du football, des entraîneurs, du staff et des équipes pour pouvoir sereinement reprendre en tenant compte du contexte. Bien entendu, il faut tester les joueurs, il faut tester le stade, il y a des conditions. En tout cas, ils nous proposeront un protocole qui sera adapté pour une reprise Covid, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir.